Bonne année. Bon, au moment où j'enregistre, on n'est pas encore exactement en 2025. Mais je m'avance un petit peu pour vous proposer le dernier Raw Recap sur USC Network. Avant, comme vous le savez tous, de basculer à partir du 6 janvier sur Netflix, hein? On passe sur Netflix? Non, pas du tout. Nous, on n'est pas concernés. La France, on n'est pas concernés. À moins de passer par des systèmes de VPN, tout ça, j'ai tout expliqué. C'est en rediffusion sur la chaîne secondaire La Corde à Linge. Pensez à vous abonner. Hein, bonne résolution de 2025. Abonnez-vous. Pour ce dernier Monday Night Raw de 2024, confrontation obligatoire entre CM Punk et Seth Rollins qui vont enfin croiser le fer pour la première de Monday Night Raw sur Netflix. Les demi-finales couronnant la première championne intercontinentale. Le Judgment Day de Finn Balor sera en action avec un nouveau thème d'entrée. Et bien évidemment, au moment où je vous parle, beaucoup de gens dans le monde n'ont plus accès au WWE Network. Oh, là je suis toujours en 2024, j'y ai toujours accès. Alors j'ai demandé à mon bon ami Sturi du futur de nous faire un petit rapport de qu'est-ce qui se passe en 2025. Le WWE Network existe-t-il toujours? Quel contenu WWE y a-t-il sur Netflix dans les pays qui ont le droit d'y accéder? Il est là, lui. Ça fait longtemps, hein. Voilà, il m'entend pas, hein, parce que moi je suis en 2024, il est dans le futur, mais bon, je vous ai affiché ça, magie du montage, hein, hein. Ah oui, il m'avait pas trop manqué, lui. Bah ouais, lui non plus. Bon, il va nous être utile quand même pour cet épisode. Et en 2025, pas de changement, cette chaîne s'appelle toujours C'est ça le catch. Je vous invite à me rejoindre ce week-end, samedi et dimanche en matinée, pour vivre en live react les journées de New Japan Pro Wrestling, Wrestle Kingdom et Wrestle Dynasty. Est-ce que Zack Sabre Jr. va régner en maître sur le Japon? Est-ce que Kenny Omega est de retour en forme pour faire face au gros défi qu'il attend en 2025? Combien d'étoiles pour les gros classiques qu'on s'apprête à voir avec Konosuke Takeshita? En plus des live react, je vous rassure, je ferai également un petit débrief à qu'est-ce qui s'est passé. Et si j'arrive à trouver le temps, je parlerai aussi de l'épisode de SmackDown, qui sera exceptionnellement et diffusé sur USA Network aux États-Unis, mais partout ailleurs, à suivre en direct gratuitement sur YouTube. Bah partout ailleurs, pas partout ailleurs exactement, bah non, il y a la France, une fois de plus, on n'est pas concerné. Et je vous annonce aussi que pour la nuit du lundi 6 au mardi 7 janvier 2025, nous serons aussi en live react à partir de 2h du matin pour cette première diffusion de Raw sur Netflix, pour probablement l'un des plus grands Monday Night Raw de leur histoire, hein, devant la plus grande audience ever. Hey, salut à tous, c'est Sturi du futur, les lunettes du futur, ça vous avez manqué, hein? Bon bah on est de retour. Bon, vous avez vu, moi je suis en 2025. Bonne année, bonne santé, un titre de champion du monde pour Karrion Kross. Haha. Hein, je viens du futur, hein, je sais ce que j'ai vu. Bon, vu qu'ici on est le 1er janvier 2025, je peux vous dire que je suis logué via un VPN au Canada pour le catalogue Netflix WWE, et pour le moment, de ce que j'ai vu, il y a tous les pay-per-view WWE, enfin, même les plus obscurs. Ah ouais, il y a les vieux In Your House du WWF Fully Loaded. Je peux même vous dire que pour les éditions commentées en français par Nadir Mohamedi et Christophe Ajus sur le network, elles sont présentes pour certains pay-per-view, pas tous. Bah ouais, par exemple, il n'y a pas les commentaires en français pour le dernier WrestleMania. Ça, c'est un peu étrange. Je vous rassure cependant, il y a bien la version commentée par Ajus et Chéreau pour WWE Backlash à Lyon en France. Ça fait plaisir. Pour les autres ajouts sur Netflix, alors Monday Night Raw, seulement une dizaine d'épisodes par année de 1993 à 2001. Entre 2001 et 2022, il y a plus rien du tout. En tout cas pour le moment. À partir de 2022, 2023, 2024, là vous avez les 52 épisodes par an. SmackDown c'est pareil, on a une dizaine d'épisodes pour 99 et 2000, puis 2-3 épisodes viteuf de 2001 à 2008, pareil, 2009 à 2021, aucun épisode de SmackDown. Et à partir de 2022, il y a tous les épisodes en intégralité, même les passages un peu étonnants comme celui-ci. Bon bref. Pour NXT, alors de 2014 à 2021, il y a tous les Premium Live Event Pay-Per-View, les NXT Takeover, tout ça, il y a aucun weekly, cela dit. Les weekly, on les retrouve en intégralité pour pareil 2022, 2023, 2024. Ça coïncide un peu avec l'ère Triple H. Il y a aussi quelques émissions spéciales qui ont l'air d'être des exclusivités Netflix, comme principalement des best-of, des Superstar Profiles. Mais alors, toutes les autres émissions spéciales qu'il y avait avant sur le WWE Network et tout le contenu issu des territoires de la WCW, de la ECW, ça a totalement disparu. Est-ce que ça disparaîtra définitivement? Ça, je peux pas vous le dire. En revanche, avant que tout ça tombe dans le domaine des lost media, je vous rassure, tout ce contenu qui n'a pas migré sur Netflix est toujours accessible sur le WWE Network, qui n'est pas totalement mort. Le WWE Network reste disponible dans
tous les pays qui ne sont pas concernés par le deal Netflix, dont justement la France, la Suisse, la Belgique, et ce au moins jusqu'à la fin de l'année 2025, tant que le contrat entre Media One et la WWE est toujours en cours. Media One, je le rappelle, c'est le groupe qui détient AB1 et AB Explore. Donc je vous rappelle que si vous voulez regarder Raw, SmackDown et NXT en direct, la seule manière de procéder, c'est de passer par un VPN et de vous loguer dans un pays où ces émissions sont disponibles en direct, en diffusion. Donc pas les États-Unis à part pour Monday Night Raw. Et pour ce qui est des VPN, j'essaierai de passer un coup de fil ou deux, j'essaierai de trouver une solution. Vous inquiétez pas, je reviendrai, je suis toujours dans les parages. Merci à tous, c'était Sturi du futur. Je vous laisse avec l'autre, là, celui du passé. Moi aussi, en fait, quelque part, je suis dans le passé maintenant. Et allez, meilleurs vœux, meilleure santé, il y a un truc qui bougera pas en 2025, c'est le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Monday Night Raw dans la nuit du lundi 30 décembre au mardi 31 décembre 2024, depuis la ville de Houston dans le Texas. Tout est toujours plus grand dans le Texas, ça tombe bien, les 45 premières minutes de l'épisode sont entièrement sans coupure publicité, c'est bien, on va voir un match en intégralité, waouh! Un épisode en plus de ça qui se voulait avec moins de coupure publicité, rassurez-vous cependant, pour les amateurs de catch, les coupures pub tomberont toujours pendant les autres combats de la soirée, c'est bon. Évidemment, la tension est à son paroxysme puisque CM Punk et Seth Rollins vont se confronter dans le dernier segment de la soirée. Joe Tacitor et Wade Barrett nous affirment que Jey Uso va ouvrir cet épisode de Monday Night Raw, pas du tout, puisque c'est le New Day. Toujours sous de colossales huées qui vont venir au ring, et pas la possibilité pour eux d'en placer une. Clairement, le New Day, ils ont mis Dominic Mysterio au chômage pour la fin d'année et pour l'année à venir, et avant que Xavier Woods et Kofi Kingston aient le temps de dire quoi que ce soit, et pour pallier au fait qu'on est juste en train de perdre du temps, Jey Uso va faire son entrée par le public. Ça y est, à fond la caisse, la communion est très très belle. Jey Uso, une fois que le calme a été retrouvé, enfin juste un peu, pas grand chose, il va réussir dans le brouhaha à dire au New Day que le New Day, ça craint, le New Day sucks. Et Xavier Woods et Kofi Kingston, ils vont pas partir au conflit avec Jey Uso, non, ils vont se barrer, voilà. Et tout ça, ça a pris les 10 premières minutes de l'épisode. Le New Day, on les retrouvera un petit peu plus tard pour un autre angle backstage. Jey Uso étant sur le ring, lui, il demande à confronter celui qui l'a attaqué il y a quelques semaines et qui a mis hors d'état ce bon vieux Sami Zayn la semaine passée, c'est Drew McIntyre. Jey Uso, il est prêt, mais c'est Solo Sikoa, dans un message peut-être enregistré, je ne sais pas, qu'il le met sur ses gardes. La semaine prochaine, on règle le conflit du Oula Fala. Jey Uso, je serai donc ton chef tribal. Alors vous allez me dire, Solo Sikoa, qu'est-ce qu'il vient foutre dans cette affaire? Bah oui, j'ai loupé un SmackDown Recap. Il y a eu une espèce de pacte de non-agression entre Drew McIntyre et Solo Sikoa, ce qui fait que les ennemis de mes ennemis sont aussi mes ennemis, un truc du genre, j'ai pas envie de réfléchir. Bref, Solo Sikoa, en teasant son match de la semaine prochaine contre Roman Reigns, il a créé une parfaite distraction pour que Drew McIntyre attaque Jey Uso dans le dos. Il était prêt à mettre un Claymore Kick, super kick de Jey Uso pour donner un petit peu d'espoir, mais Drew McIntyre va prendre l'avantage, la sécurité est arrivée. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame, on n'arrive pas à les contenir. Drew McIntyre renvoyé sur la rampe d'entrée, il fait demi-tour, il va mettre un Claymore Kick finalement à Jey Uso, et plus tard, à la suite d'un angle backstage, Adam Pearce prendra la décision d'offrir Jey Uso contre Drew McIntyre pour la première sur Netflix. Intéressant de mettre le match à cet endroit-là, parce que ça pourrait de ce fait écarter Jey Uso de potentielles interventions dans le combat de Solo Sikoa et de Roman Reigns, puisque ce sera un tribal combat match, donc fatalement il devrait y avoir des jeux d'alliance. Un long premier segment certes, qui nous a pas fait avancer grand chose dans le schmilblick. On a perdu du temps, mais les fans sont contents, ça hit, il y a même Adam Pearce backstage qui hit avec Jey Uso, bon. Rassurez-vous, après ça, on va avoir notre premier match de la soirée qui, en plus de ça, s'est déroulé sans aucune coupure publicité, ça faisait plaisir. Chad Gable contre Otis, c'est maintenant. Waouh, j'espère que vous étiez prêts, parce que c'est quand même le giga classique qu'on attend depuis des mois et des mois. Parce que si vous vous posiez la question, Chad Gable contre Otis et Fé Mandela, le programme n'était pas terminé, bah non, c'est enfin le premier affrontement entre les deux. Ils se sont encore jamais affrontés. Alors Chad Gable, on nous a remontré la semaine dernière, il a battu Akira Tozawa, il lui a pété la beuge, mais ça n'a pas empêché Akira Tozawa de venir sur ses deux jambes, accompagné de Maxime Dupri pour venir encourager Otis. Chad Gable, il est pas venu tout seul. Il y a
tous les membres d'American Made qui sont là, et bien évidemment, ils auront leur petit rôle à jouer dans le combat. Alors c'est 10 minutes d'action, sans grande surprise, une très forte domination de Otis, que Chad Gable arrive pas à manœuvrer, l'autre il est beaucoup plus puissant. Ça tourne à la démonstration et ça régale le public parce que Otis, bah ouais, malgré tout, il est ultra populaire. Tous les assauts qui passent, ça fait énormément réagir. Malheureusement, Otis, il va se laisser distraire à de nombreuses reprises par les membres de American Made. Il va pas chercher la disqualification pour autant, c'est lui qui va aller au contact avec les frères Creed. Ça créera le suspense pour la fin de match où Chad Gable va quand même avoir quelques petits assauts plutôt sympas, dont notamment une deadlift German suplex que j'ai trouvé fabuleuse. Un chouette duel sur qui porte le mieux l'Ankle Lock. Et bah Otis, après une dernière distraction de Ivy Nile, va malheureusement succomber dans un combat qu'il avait clairement jusque-là dominé. Je comprends qu'on bâtisse d'abord le momentum sur Chad Gable, c'est un match qui appellera bien évidemment une revanche. Et ça me frustre encore un petit peu plus parce que bah ouais, Otis, il a fait 10 minutes, il a raconté quelque chose de très correct et c'est un catcheur que j'aime beaucoup, moi, voir évoluer à la WWE. Et je vis peut-être dans le regret, voilà, de cette fameuse mallette du Money in the Bank de 2020. On lui a pas fait confiance à ce moment-là, on aurait dû. Ça reste, cela dit, totalement débattable. Merci, cela dit, de nous avoir donné ce combat sans coupure publicité dans son intégralité. La lecture était très bonne. Une bonne petite surprise pour ouvrir les hostilités. Cette semaine, ni Rhea Ripley ni Liv Morgan ne sont présentes, alors on a envoyé un gros vidéo package. Pour promouvoir bien évidemment leur affrontement qui arrive la semaine prochaine sur Netflix, on nous promet que la guerre va se terminer. Rhea Ripley, elle a dit que Liv Morgan, elle échappera pas à son destin, que ni le Judgment Day, ni Raquel, ni Dominique ne pourront la sauver. Liv Morgan, elle, dans son discours, elle est plutôt pleine de confiance. Et ben écoute, si elle a un plan, je suis curieux de savoir lequel, et je suis quand même assez hypé pour savoir quel sera le dénouement. Et le combat de catch devrait être pas trop mal, elles ont une bonne chimie entre elles. Bon allez, le combat de catch. Le Judgment Day, justement, on va les retrouver backstage, il y a toujours un petit peu de tension sur le leadership, Finn Balor qui va un peu chambrer Raquel Rodriguez, elle a toujours un plan pour tout, Liv Morgan, de toute façon. Cependant, quand vous m'écoutez moi, et ben figurez-vous qu'on gagne, ouais, bien sûr, ils ont perdu les championnats par équipe, mais on gagne, à part ça, on gagne. Justement, on retrouvera un petit peu plus tard Finn Balor en équipe avec Dominic Mysterio et JD McDonagh contre Damian Priest et les Viking Raiders, qui se sont fait une petite alliance la semaine passée. Et direction le ring parce qu'on va retrouver R-Truth qui fait une entrée, quoi. R-Truth va catcher. Oh, et bah non, parce que pendant son rap, il va vanner Butch. Et donc Butch, il est venu lui casser la gueule. Il a crié très fort, je suis le Butch de personne. R-Truth qui répète sans arrêt Butch. Oui, l'effet est hilarant, on se marre, mais ce serait bien de passer à autre chose quand même. Ça dure depuis longtemps, quoi. Dakota Kai et Io Sky au micro de Katie Kelly, elles vont tous les deux prendre part aux demi-finales pour potentiellement s'affronter pour ce championnat intercontinental féminin, c'est ce qu'elle se souhaite. Io Sky, elle a expliqué qu'elle respectait énormément son adversaire du soir, Lyra Valkyria, et j'ai très hâte de les voir s'affronter. Et tout de suite, on est parti au ring puisque Dakota Kai va, elle, affronter Zoey Stark, qui pour mon plus grand plaisir n'est pas venue accompagner ni de Sonya Deville ni de Shayna Baszler. On va voir un match dans les règles avec, j'ai trouvé, une excellente Zoey Stark qui a tout fait pour mettre Dakota Kai en valeur, qui manque un peu d'assurance. Dakota Kai, c'est peut-être vraiment le seul petit truc qui lui manque pour vraiment y croire, rentrer dans le train. Elle a vraiment des moves super flashy, dont le rolling backcracker qu'elle n'avait pas refait depuis très longtemps. On a eu au retour de publicité un véritable sprint final avec un bon suspense, et on va terminer ça sur le feel good moment puisque Dakota Kai va remporter la victoire et s'offrir la première grosse opportunité de sa carrière, je pense, à savoir concourir pour un nouveau championnat face à soit sa pote Io Sky de Damage Control, soit Lyra Valkyria qui, elle aussi, a bien besoin de se relancer. J'ai cependant très hâte que ces conneries de pure fusion collective se terminent parce que Zoey Stark, il y a vraiment toujours un excellent niveau dans le ring, faut pas le sous-estimer. On nous a remontré après ça certains des plus grands moments de l'histoire de Monday Night Raw sur USA Network, puisque c'est quand même la chaîne historique de l'émission depuis 1993, on va oublier les petits passages sur TNN, sur Spike TV, et c'est un clip en plus de ça qui nous a pas menti, qui a pas hésité à montrer des images de Daniel Bryan, de Edge, de Sasha Banks, qui sont à la concurrence. Oui, on peut reparler de concurrence, parce que Seth Rollins y fait allusion dans le segment final. Un clip emblématique très cool, puisque vous avez bien compris, on arrive dans une nouvelle ère, et merci USA Network. On a eu aussi après ça un court vidéoclip pour nous rappeler que John Cena sera également présent sur Netflix pour entamer sa grande tournée d'adieu. Et le Judgment Day est arrivé au ring sous un nouveau thème d'entrée un petit peu plus rap, un peu plus dark. On payera pas de droits sur Netflix pour Alter Bridge. Et leurs adversaires du soir sont les champions par équipe, les War Raiders associés à Damian Priest. Il y a plutôt une assez bonne chimie entre les trois hommes. Ça tourne à l'avantage bien sûr des babyface qui ont un immense avantage physique. La phase de 8 se déroulera encore une
fois de plus pendant le picture-in-picture. Ivar, il va faire le hot tag, puis on va se retrouver dans une situation où Damien Priest va rester en mano à mano avec Dominic Mysterio. Dominic, il va réussir à contrer le Crucifix Powerbomb en Hurricane Rana, mais alors qu'il allait tenter le 619, il va se faire intercepter par un move qui ressemblait un peu à la fois à un Sauce from Heaven et un Black Hole Slam pour un compte de 3, victoire de Damien Priest, sans grande surprise. Pas mal de spots assez agréables avec un très bon rythme, et derrière, bien sûr, il y a une attaque du Judgment Day sur la jambe de Damien Priest qui va être le focus pour Finn Balor. Il n'y a pas eu de date annoncée pour une confrontation future entre les deux. On est redescendu en termes d'ambition un peu plus bas dans la carte, mais bien évidemment, tout ce programme est encore loin d'être terminé. Ludwig Kaiser, il a fait montrez-moi toute votre gratitude pour, même pas pour Gunther, non, le ring général, il est pas là, il est pas petites vacances en famille, hein, il sera probablement là pour la première sur Netflix. Non, montrez votre gratitude à moi-même, Ludwig Kaiser, et je vais pas lâcher l'affaire. Braun Breaker, avec ton titre intercontinental, vient faire une bagarre là, alors que il a perdu clean il y a 2 semaines. Et Braun Breaker, il était peut-être lui aussi en vacances parce que c'est Sheamus qui fait son retour. Sheamus, chemise, cravate, qu'est-ce qui se passe? Il sortait du boulot. On l'avait pas revu depuis les Survivor Series, il a tapé un sprint, il a été mettre son Brock Kick à Ludwig Kaiser. Ça amorce son retour, et là aussi, c'est un programme qui n'en finit pas. Bon, ça donne des bons matchs, mais ça n'en finit pas. Bon, un peu curieux quand même de voir comment Ludwig Kaiser il évoluera en 2025, vu qu'il fait de moins en moins de références à son ring général Gunther. C'est vrai qu'on évoque plus trop les échanges potentiels entre Raw et SmackDown pour l'arrivée de Netflix en 2025, mais Kaiser et Gunther, c'est vrai, ils auraient tout à gagner à évoluer par la suite dans le show bleu, et laisser derrière Cody Rhodes intégrer le show rouge dès lors qu'il aura, vaincu probablement Kevin Owens au Royal Rumble, parce que si vous le saviez pas, c'est officiel, hein, Kevin Owens contre Cody Rhodes, match de l'échelle pour le titre au Royal Rumble. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Le New Day épisode 2, j'en parlais tout à l'heure, ils vont interrompre une conversation entre Rey Mysterio, la LWO, qui rassure Otis Tozawa et Maxime Dupri, parce que vous avez bien combattu, la prochaine fois tu l'auras, Otis, allez, je crois en toi. Le New Day, ils sont venus chambrer Rey Mysterio, c'est quoi ton comportement de locker room leader, là, à donner des conseils à Otis? On s'est un peu chambré pour peut-être hyper un match par équipe, le New Day contre Rey Mysterio et un membre de la LWO, sachant qu'avant ça, on a eu un nouveau promo package pour l'arrivée sur Netflix de Penta El Zero Miedo. Bon là, il n'y a plus de doute. Oui, c'est Pentagon. Là, on avait le 0 avec le trait. Non, on a carrément les détails de son masque qui nous sont révélés. Bon voilà, il va rejoindre la LWO et une fois de plus, Dragon Lee, il se privera d'une opportunité de briller aux côtés de Rey Mysterio. Il va peut-être regretter d'avoir signé Dragon Lee. Hein. Rien n'a été officialisé, si ça se trouve, je fais totalement fausse route. Pentagon, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il va intégrer le programme aux côtés de Rey Mysterio face au New Day? Ça, on le découvrira en temps voulu sur Netflix. Io Sky contre Lyra Valkyria, la seconde demi-finale sous les yeux bien sûr de Dakota Kai qui vient observer sa compétition. Je suis très content d'ailleurs que Dakota, on l'ait vu depuis le public, observer le match et pas la pause Bianca Belair où je suis assis près du ring. Elle était concernée parce qu'elle veut affronter Io Sky, et Io Sky et Lyra Valkyria, mon dieu les amis, il y a une chimie qui est juste exceptionnelle. On était déjà habitués à leur précédente rencontre qu'on avait eue en weekly, c'était souvent très très bien. Pas la première fois qu'elles s'affrontent dans le cadre d'un tournoi et en plus de ça en demi-finale, souvenez-vous, le Queen of the Ring où Lyra Valkyria avait battu cette même Io Sky pour aller échouer face à Nia Jax. Est-ce que l'histoire va se répéter pour Lyra Valkyria parce qu'au terme d'un excellent effort et d'un très très bon travail sur la jambe de Io Sky, elle va réussir à lui immobiliser les épaules pour un compte de 3. Les commentateurs, ils nous ont un peu vendu ça comme un gros upset étant donné que Io Sky c'était la dernière challengeuse au titre de Liv Morgan et une ancienne championne. Un match qui avait en réalité tout pour être déjà la finale. Il va falloir aller chercher, je pense, dans du gros drama pour nous donner un Lyra Valkyria Dakota Kai meilleur que cette demi-finale-ci. Je leur fais confiance parce que c'est une proposition assez nouvelle. On va avoir une finale en plus de ça, Babyface contre Babyface. Ça devrait être 100% compétitif, à moins d'un scénario un petit peu fou qui lance de grosses hostilités pour l'année 2025. Avant de passer au segment final entre CM Punk et Seth Rollins, on a un gros promo package bien sûr pour nous hyper Roman Reigns contre Solo Sikoa. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses annoncées sur Netflix, mais c'est aussi le retour des shows hebdomadaires de 3 heures. Ça sera la même chose désormais pour SmackDown, hein. On va se taper maintenant 3 heures de Raw et 3 heures de SmackDown, hein, hippie pourra. Dis la vraie compétition dans le catch et la course au temps que vous avez pour regarder du catch. Là c'est sûr, ils vont finir par nous avoir à l'usure. Seth Rollins va donc être le premier à faire son arrivée au ring. Il peut bien sûr
sur son combat avec CM Punk, un combat qui est 10 years in the making. Qui sera le meilleur entre l'auto-proclamé Best in the World, là, le mec de Chicago, et celui qui est réellement le meilleur au monde. Vous savez où trouver le meilleur du monde, il sera sur ce ring la semaine prochaine pour se battre comme la semaine d'après, la semaine suivante et la semaine encore après. Parce que CM Punk, lui, il reviendra pas, il prendra son baluchon, il se rebarrera certainement pendant 10 ans, il ira pleurer. Et bah CM Punk, on a choisi ce moment-là pour le faire arriver. Alors il va pas prendre le temps de faire le fou avec le public. Ça trace au ring, ça chope un micro, ça vient confronter Seth Rollins. Oh ouais, il lui a limite fait un haut là comme un daron là. Il lui a dit ça va, prendre ton baluchon et rentrer chez toi, c'est tout ce que t'as trouvé, c'est bon, c'est... Il a dit que cette phrase c'était une arnaque industrielle, une phrase cliché de lèche-bot. Et c'est vrai que je me rappelle quand Michael Cole il avait dit ouais Sasha Banks et Naomi elles se sont barrées, elles ont pris leur baluchon, elles se sont retournées contre les fans. Alors là CM Punk il a fait non, c'est une position courageuse. Est-ce qu'on a dit la même chose de Steve Austin? Bah il me semble que ouais. Oh, est-ce qu'on a dit ça de The Man, hein, sous-entendu Becky Lynch, hein, quand elle a pris son baluchon elle aussi et qu'elle s'est barrée. Voilà, ça va embarrasser Seth Rollins parce que bah Becky Lynch, hein, c'est sa femme. Rollins il a réagi, il a dit Punk, Becky Lynch allait rentrer pour prendre à cœur son rôle de mère. Quelque chose que tu ne comprendras pas parce que bah ouais, il a pas d'enfant CM Punk. Ah ça pique. Bon, Punk il a aussi chambré Rollins hein, sur son état de santé, est-ce que son cou va bien, est-ce que sa jambe va bien, est-ce que ses codes vont bien parce qu'il s'est quand même mangé 6 ou 7 tsunamis de la part de Bronson Reed. Et tiens au fait en parlant de Bronson Reed, et bah CM Punk il se vante de l'avoir blessé lors des Survivor Series quand il a permis à Roman Reigns d'esquiver le tsunami du haut de la cage de Bronson Reed. C'est dommage Seth Rollins, t'as pas pu te venger. Rollins il est donc revenu à la charge sur les trucs du passé. CM Punk qui se casse en 2014, qui va tout balancer sur WWE dans le podcast de Colt Cabana, il a pas cité le nom de Colt Cabana. Rollins il a dit que CM Punk il était plus occupé à vouloir détruire l'endroit où Seth Rollins a justement été l'égérie de la compagnie, et comme il a pas réussi à vaincre la WWE depuis l'extérieur, il a pris l'argent, il a rejoint la compétition. Bon, on sous-entend quoi? On sous-entend l'Elite Wrestling ou on sous-entend l'UFC peut-être? Ah c'est plus la compétition, c'est la maison maintenant. CM Punk il regrette absolument aucun de ses choix. Il a dit qu'il avait rien contre la WWE, mais qu'il en avait surtout après celui qu'il a dirigé. Ah, vieil homme, on a évoqué le vieil homme, sans le nommer. Et parlant du vieil homme, justement, CM Punk le déteste, alors que le vieil homme, il adorait Seth Rollins. C'est vrai qu'en 2019, c'était un peu le faillot, Seth Rollins, c'était le corporate guy. C'est vrai que CM Punk, il est revenu parce que c'est Triple H désormais aux commandes, et j'ai toujours l'impression, alors ça, je sors totalement de la promo, mais Triple H, il est pas en compétition avec AEW ou qui que ce soit, il est en compétition avec le produit que gérait autrefois Vince McMahon, parce que s'il peut le taillader, ce soit quand Michael Cole, il annonce l'environnement de travail est tellement mieux grâce à un homme, c'est Triple H et sa vision. Triple H, il joue toujours au faux modeste, oui, bon, ça va, je l'imagine tellement avoir les dents méga serrées, là, quand CM Punk, il balance des shoots sur Vince McMahon, ça, t'as bien fait, là, bien fait le beau-père. Bref, vous ne m'enlèverez pas ce petit plaisir. Bon, évidemment, CM Punk, il est arrivé sur le terrain, si j'avais pas été là, Seth Rollins n'aurait pas eu ta place sur ce business, j'ai pavé le chemin pour les mecs de Ring of Honor, bon, il a pas dit Ring of Honor, mais c'est vrai qu'il a été le premier indie guy à connaître un immense succès à la WWE. Seth Rollins, il lui a dit, t'es un cancer, bon bah voilà, c'est un cancer. Un cancer pour le vestiaire, un cancer pour l'industrie, je te déteste, je vais te burn it down to the ground. Il y a toujours un truc que j'aime bien à la WWE, quand ils terminent, tu vois, sur une promo, il n'y a pas de physicalité, ils vont pas se casser la gueule. Là, Seth Rollins, c'est le dernier à avoir parlé, bah c'est sa musique qu'on a lancée, voilà, CM Punk, bah tant pis pour ton ego. C'était une bonne promo, il y avait une bonne delivery, j'aime bien qu'on attaque sur des éléments réalistes. On va certainement pas s'en passer, étant donné que l'histoire entre les deux hommes est quand même assez riche. Assez curieux de savoir quelle direction ils vont prendre et qui va être l'homme debout à la fin de ce premier épisode de Monday Night Raw sur Netflix. C'est peut-être bien évidemment pas la fin et ça sera peut-être juste la première pièce mise à l'édifice pour construire quelque chose de plus huge vers le Royal Rumble ou pourquoi pas WrestleMania. Étant donné que c'est le main event, je m'attends à ce qu'il y ait quand même un très gros twist scénaristique pour véritablement marquer les esprits et donner envie aux gens de pas juste regarder la première sur Netflix mais de regarder la semaine suivante, la semaine d'après, etc. etc. L'ambition de WWE, c'est d'aller conquérir avec Netflix un nouveau public. Et bah ce nouveau public, même si je pense qu'il n'aura pas toutes les refs, il va falloir user un gros stratagème scénaristique pour pouvoir justement les fidéliser. Ainsi s'achève ce dernier Monday Night Raw de l'année 2024. Encore tous mes meilleurs vœux de bonheur pour cette année à venir. On se donne rendez-vous ce week-end, vous le savez, pour Wrestle Kingdom et Wrestle Dynasty en live sur twitch.tv/Turi316 pour réagir à tout ça. Et la route de Netflix est donc toute lancée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et en 2025, tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.